Bonjour tout le monde. On va peut-être rentrer dans des sujets un peu plus deep là, même si je vais devoir aller vite parce que 20 minutes pour parler de tout ça. Donc je suis venu vous parler de Token, le nouveau Cloud Waste, mais en gros de context engineering et de tout ce qui est lié. Donc concrètement, on va revenir sur certains basiques et après je parlerai d'un outil sur lequel je contribue qui s'appelle RTK. Donc moi je m'appelle Florian Brugnot, je suis founding engineer comme on le disait donc dans une EdTech qui s'appelle Méthode Aristote qui fait du soutien scolaire avec IA et on est vraiment tout petit, on est une dizaine, on est 5 à la tech, on est vraiment à fond dans l'IA et on embrasse le truc à 1000%. Et depuis quelques mois je me suis mis avec une bonne résolution qui n'était pas de faire du sport ou d'arrêter la bière. Cette année c'était je vais faire de l'open source et je le fais pour une fois. Et je me suis mis sur un petit projet au début qui s'appelle RTK, donc je ne suis pas le créateur, mais je suis core contributor, et sur un guide sur Cloud Code, l'outil sur lequel je me suis spécialisé. Je mets quelques QR codes si vous jamais un moment. J'aime bien dire allez voir ce que je fais, comme ça vous saurez qui je suis. Ça permet de mieux me définir. Et donc voilà, donc le problème, déjà, on en a parlé tout à l'heure, hein, plusieurs fois dans la journée, c'est quoi les tokens? Donc c'est une unité de mesure, c'est à peu près un mot en anglais, c'est 1,5 token, et en gros, voilà, on a une échelle, et on arrive à peu près à situer, parce qu'on parle toujours de tokens, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc les tokens, c'est une unité, c'est une devise, hein, concrètement, qui correspond au bout d'un moment à un montant, à de l'argent, et pas que, en fait. Ça va vite arriver sur aussi des concepts que les techs vont plus connaître, de la qualité, etc. Donc, je vais parler de context engineering, là, que je vais dissocier en fait du prompt engineering classique, hein, donc, qui est un terme qu'on a entendu depuis quelques années, qui est assez basique, hein, savoir faire un prompt correct pour obtenir le résultat qu'on veut. Le context engineering, c'est un peu plus complexe. En gros, c'est l'art de placer la bonne donnée au bon endroit, au bon moment, la bonne information. Pas forcément beaucoup d'informations, juste celles qu'il faut pour arriver au bon résultat. On parle plus de conception de système, hein. Concrètement, à un moment, c'est plus complexe et ça intègre un certain nombre d'outils et de règles. J'ai bien aimé, j'ai rajouté la slide tout à l'heure parce que tout à l'heure on en parlait en table ronde. J'aime bien le parallèle avec le FinOps, en gros, qui est en gérer un budget pour éviter qu'on crame trop d'argent sur la partie cloud. Et en gros, pour moi, le context engineering apporte d'une certaine façon une réponse aussi à ça, vu qu'il y a une partie qui va être financière, qui est un peu le nerf de la guerre. Mais en fait, ça englobe aussi un bon usage qui va permettre plus de qualité, comme je disais, et aussi des enjeux plus, on va dire, graves comme le climat, etc. Parce que si on crame du token, ça consomme de l'énergie, et l'énergie, ça va polluer d'une certaine façon, et ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, quand on code ou quand on utilise du coup Claude, Codex, whatever, on a une context window, et en fait, quand on va rajouter du coup de l'information, on va utiliser de plus en plus de tokens. Et en fait, il y a pas mal d'études qui montrent que en fait, on est vraiment déjà super efficient qu'au début et que très rapidement, en fait, la précision, la qualité de l'information va se dégrader en fait de façon progressive, et que donc un truc qui va intéresser pas mal les techs, si ce n'est pas la facture, parce que, admettons, c'est l'entreprise qui va financer, ça va être la qualité de ce qui est produit. Et pour ça, en fait, il faut apprendre à comprendre les mécanismes et à comprendre que plus on va pourrir la session, plus en gros on va avoir une dégradation, et on estime qu'à peu près en gros à la moitié, à 50%, on perd voilà, quasiment 50% de précision. Une très bonne étude là-dessus, c'est l'étude de Chroma qui a été faite sur du coup de nombreux LLM, hein, pas juste Claude. Donc, dans les mécanismes du context ROT, en fait, c'est dès qu'on rajoute un token, en fait, on va avoir un truc qui est exponentiel en termes de complexité, et il va y avoir un effet également qui a été étudié par une étude là à Stanford, qui dit qu'on a dans la context window une perte de précision dans les informations qui sont au milieu, donc le lost in the middle. Donc concrètement, le LLM va
très bien ou bien se souvenir de ce qui est au début de la context window, de ce qui est à la fin, mais va avoir une zone de flou, de no man's land au milieu. Et donc, il faut faire attention justement à cette gestion parce que c'est ça qui va produire ce qu'on appelle des hallucinations. Les sources du contexte ROT. Il y a plusieurs vecteurs. Celui dont on va parler le plus après, parce que c'est celui qui est résolu en partie par RTK, c'est l'output des outils qui sont utilisés, donc la verbosité des outils qui rajoutent du coup du token. Il y a tout ce qui va être la partie MCP. Il va y avoir le config bloat, qui est un truc, en gros, quand vous remplissez votre Claude MD, on a une tendance à un moment à dire on va lui donner tout le contexte, on va tout lui expliquer, on va lui donner tous nos concepts métiers. On avait des Claude MD obèses, entre guillemets, et très vite, on est revenu sur un usage où on disait mais non, si votre Claude MD fait plus de 1000 lignes, fait plus de 500 lignes, fait plus de 300 lignes, alors c'est pas bon. Et on a appris à dégraisser. Et après, il y a tout le reste. Je ne vais pas venir sur tout, mais concrètement, un historique dirty, en gros, une conversation est censée faire un objectif, et à partir du moment où on va changer, on va bifurquer d'objectifs techniques ou d'objectifs fonctionnels, il faut apprendre à utiliser des mécanismes de compaction de la conversation qu'on a avec l'agent ou de clear. Donc en gros, on repart sur une mémoire fraîche pour attaquer autre chose. Pour le visualiser, en gros, ça, si on a une contexte window qui est de l'ordre de 200 000 tokens pour la plupart en fait, des outils qu'on utilise, même si maintenant on a chez Opus et d'autres modèles des contextes window de 1 million de tokens. En gros, on voit déjà qu'avant même d'avoir fait quoi que ce soit concrètement, on va avoir en fait une consommation qui va être liée donc au MCP, donc les MCP qui vont permettre de s'interconnecter à des autres outils. Pareil, très souvent, on a vu beaucoup de cas où les développeurs, entre autres, connectent tous les MCP possibles et imaginables, GitHub, Sentry, whatever. Et en gros, ça vient rajouter un certain nombre de choses alors qu'on ne les utilise pas. Typiquement, moi, je suis plutôt casquette back-end. J'ai utilisé à certains moments le MCP Figma. Au début, je faisais l'erreur de le laisser activer, donc j'avais une consommation d'outils. Je pourrissais ma session alors que je n'utilisais pas du tout Figma parce que je faisais du back. Après, on a aussi donc les skills, ça a été évoqué plus tôt. Donc en gros, le fait d'apprendre au modèle à faire une opération précise, donc ça peut être un skill assez générique, comment bien faire des tests unitaires en TypeScript ou comment bien écrire un article de presse ou de blog, etc. Donc ça, c'est pareil, les skills, il faut savoir qu'il ne faut pas tout activer par défaut parce que sinon, on réinjecte de la donnée. Les règles, ça va être sur tout ce qui va être des contraintes qu'on va donner au LLM. Ne fais pas ça quand tu écris telle fonction dans le code. N'écris jamais de telle façon. N'écris pas une function, mais une const en TypeScript, par exemple. Et donc là, pareil, les règles, il faut apprendre à adapter, en fait, à être assez spécifique à son projet. Il faut éviter, en fait, de prendre que du générique sur des awesome lists ou un truc comme ça et de ne pas adapter. Parce que si on n'adapte pas, c'est là où on va très vite, en fait, se mettre à faire, sans le savoir ou pas, du contexte ROT, donc on pourrit sa session. Et après, ainsi de suite. Et donc, on voit vite, si vous aviez un ordi là sous les yeux, vous faites /contexte dans Cloud Code, en l'occurrence, vous pouvez voir que vous allez aller avoir entre 15 000 et 25, voire 30 000 tokens qui sont déjà consommés, alors que vous n'avez encore rien fait. Il y a aussi un truc que j'ai évoqué ce matin qui est important, c'est les coûts cachés, parce qu'on parle souvent du coût, les économies liées au token, donc si on en consomme moins, on a moins de coûts d'API, on a moins de coûts de forfait, mais en fait tout ce qui est lié, qu'on ne voit pas, qui est indirectement lié, donc le nombre de builds, la CI qui va tourner en boucle, le fait de relancer toute une CI alors qu'on a fait une correction de faute d'orthographe, on va multiplier les logs dans Datadog par exemple, et donc il y a une forme de pollution qui peut être aussi entraînée par la pollution du contexte. Concrètement, votre contexte est pourri, vous demandez à réaliser une opération, il ne la fait pas bien, vous n'êtes pas content, vous faites une boucle, vous recommencez, et in fine, vous allez retrigger, si les choses n'ont pas été faites correctement, un certain nombre de fois toute votre chaîne logicielle.
Et c'est ça qui va entraîner en fait un coût caché. Le coût de votre licence, vous arrivez à tenir sur votre licence à 200 €, par exemple, le Claude 20X. Par contre, in fine, vous allez avoir en fait plein de coûts indirects qui vont en fait être en grande partie causés par la pollution du contexte. Le truc qui est cool, c'est qu'il y a plein d'outils qui sont apparus sur le marché, entre autres RTK dont je vais vous parler juste après, mais voilà, il y a différentes couches sur la partie CLI, la partie MCP, la partie Output Style, donc Caveman qui a été évoqué dans une autre conf aussi, donc sur le style dont l'IA va vous parler, sur les API et ainsi de suite. Donc en gros, si vous utilisez tout ou partie de ces outils, déjà, vous pouvez réduire la pollution du contexte, vous pouvez, en faisant parfois pas grand-chose, juste optimiser tout ça sans avoir à y penser. Ces outils y pensent pour vous. Après, ça ne dispense pas d'avoir une connaissance et une compréhension des mécanismes du contexte engineering pour savoir que il faut purger sa session, comme je disais, il faut la clear, il faut éviter de trop donner de choses, mais ces outils-là peuvent déjà vous guider. Donc là, on va se concentrer sur cette partie-là qui est en fait potentiellement l'une des plus triviales et qui permet de faire un certain nombre de gains. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet RTK, c'est Rust Token Killer. C'est un projet open source qui est un binaire codé en Rust, qui est un proxy, en fait, qui va venir intercepter les commandes qui sont utilisées donc, par Claude Code ou d'autres LLM. Ce n'est pas lié qu'à Claude, je parle de Claude parce que c'est celui que je maîtrise le plus, mais en fait, ça marche avec quasiment tout. Et donc, ça va se baser grâce à des hooks, en l'occurrence. Donc, on va détecter qu'on va faire appel, par exemple, à Git, Git status. En fait, RTK va venir intercepter et dire non, tu n'écris pas Git status, tu écris RTK Git status, et ça va venir en fait dégraisser le résultat de la commande. Donc, en gros, on va passer, par exemple, d'une commande qui va cracher 800 tokens en output à quelque chose de l'ordre de 60 tokens. Et donc, ça va avoir un effet bénéfique sur la quantité de tokens que vous consommez, sur les coûts, sur la rapidité à laquelle votre session va se pourrir, etc. Pour visualiser, on a certaines commandes qui marchent très très bien. Moi, l'une de celles que j'utilise le plus, donc je fais du TypeScript et je fais beaucoup de tests avec Vitest. Et en gros, là, on atteint 90% de gains, en fait, de réduction de la verbosité. Et donc, on se retrouve à économiser des chiffres de l'ordre de 400 millions de tokens en quelques semaines. Donc là, c'est les vrais chiffres, hein, c'est les chiffres de ma machine, où on voit ce que j'ai gagné. Typiquement, sur le mois de mars, en gros, j'ai fait 14 000 commandes à peu près, et j'ai économisé 137 millions de tokens en faisant rien. C'est le binaire qui a travaillé pour moi et qui a permis en fait d'économiser. Et donc, c'est une problématique qui va quasiment être infinie parce que en fait, des outils en ligne de commande, il y en a plein d'existants, il y en a plein de nouveaux. Et en fonction du contexte dans lequel on travaille, on va vouloir filtrer plus ou moins d'informations. Donc c'est pour ça que le projet, en fait, il a fait un gros boom auquel on s'attendait pas forcément. On savait que ça allait marcher, mais on ne pensait pas qu'on allait être présent en fait, dans le monde entier, qu'on allait avoir, en gros, à l'heure actuelle, au moment où je parle, on doit être à, je sais pas, 58 000 stars sur GitHub, donc c'est une vanity métrique, mais c'est quand même un indicateur d'utilisation. On a de la télémétrie qui nous montre qu'on a énormément d'utilisateurs, et l'ordre de grandeur, c'est que toutes les semaines, on fait économiser des milliards de tokens. Donc nos utilisateurs sont contents parce qu'ils font des économies, parce que du coup c'est aussi bon pour les gigawatts, etc. Et que globalement, ça ne leur a pas occupé de charge mentale, ils ont juste eu à installer un binaire, le laisser tourner et d'avancer. Donc si vous ne l'utilisez pas, je vous invite à regarder ce projet. Donc pour la map, c'est en rapport avec un autre projet sur lequel je travaille également. Et donc en gros, renseignez-vous, prenez du temps pour réduire votre consommation un maximum parce que vous allez y gagner sur beaucoup de points. En ce qui concerne RTK, il va y avoir une version cloud
Pro, on va dire, qui va ramener, donc qui va être une version payante, qui ramènera d'autres choses comme la protection de credentials, des analytiques, comme de l'optimisation du cache, des prompts, comme de la mémoire partagée entre développeurs. Donc concrètement, tout ce dont je pense il y a des techs dans la salle, tous les problématiques auxquelles vous êtes confrontés en ce moment si vous utilisez l'IA plus ou moins massivement, voilà, la version cloud essayera d'en gérer un maximum. Je vais avoir encore un peu de temps pour les questions en fait, mais concrètement, s'il y avait des actions à faire, ça serait pour ceux qui travaillent là-dedans, ouvrez votre laptop, ouvrez un de nos outils et regardez slash contexte, regardez combien vous consommez, commencez à couper ce qui sert à rien, surveillez régulièrement ce que vous faites. Si vous observez des drifts, en gros, que l'IA ne répond pas comme vous voulez, une chance sur deux que ça soit lié en fait à du contexte qui n'est pas à jour, qui n'est pas maintenu, qui n'est pas bon, ou alors vous allez trop chercher la limite de la context window. Installez des outils comme RTK. Faites attention à votre Claude MD. Et en fait, avec un peu de rigueur, vous allez pouvoir du coup améliorer beaucoup de choses. Et notamment en fait la qualité de ce qui est fait. Et c'est surtout que tout ça, va falloir le faire régulièrement. C'est une sorte comment dire, d'habitude qu'il faut avoir de façon hebdo ou mensuelle, de cleaner, mettre à jour, garder à jour la doc et garder un œil dessus. C'est une compétence en fait qui va être clé. Et on parlait de nouveaux rôles dans les conférences précédentes. Il va y avoir dans certaines entreprises des personnes qui seront garantes de tout ça. Est-ce que ce sera les harness engineers, des FinOps, AI engineers ou je ne sais quoi, mais ça va devenir des compétences qui vont être clés. Voilà. Donc, je suis allé assez vite pour un sujet aussi large, mais comme ça nous laisse 3 minutes de questions si vous en avez.